Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette dernière soirée consacrée au désherbage. C'est la dernière d'une série de 4 qui a eu pour thème chaque fois une culture différente. Donc, ce soir, on va parler du colza. Avant ça, je me présente. Donc, mon nom est André Chassot. Je travaille à Grangeneuve comme responsable du service phytosanitaire. Donc, ces soirées désherbage sont organisées en collaboration entre l'Institut agricole de Grangeneuve et le canton de Berne, donc l'école d'agriculture d'Inforama et le service phytosanitaire bernois, et les cultures qui ont été mises en place et qui servent à certaines présentations qu'on va faire ou démonstrations en live qu'on avait fait les semaines passées, ont été mises en place sur le site d'Agrico à Saint-Aubin. Nous avons ce soir aussi, nous aurons l'occasion, j'en reparlerai dans le programme, d'avoir des intervenants, mais nous avons aussi eu disons des partenariats avec pour plusieurs des soirées avec la Raffle, IP Suisse et BioSuisse. Donc ce soir, on va consacrer la soirée au colza, avec pour thème, comme ça a été le cas déjà pour toutes les autres cultures, de voir comment est-ce qu'on peut réduire les herbicides. Donc, il ne s'agit pas forcément de renoncer totalement aux herbicides, mais dans certaines cultures peut-être un petit peu plus délicates à mener sans herbicides, de au moins réduire tout ce qu'on peut, tout en assurant le rendement de la culture, quoi. Pour le colza, c'est un peu plus envisageable, plus facile, disons, d'envisager le renoncement total aux herbicides, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec la betterave, où c'est beaucoup plus délicat. Le contenu, le programme de la soirée est le suivant, de la même façon que les semaines dernières pour ceux qui ont déjà participé. Donc, on a une première partie d'environ, disons, 45 minutes, grand maximum 1 heure, en plénum, où après mon introduction, on va avoir une intervention de Hans Ramsayer de la Havel de Zollikofen qui va nous donner un peu des principes de base de la réduction sur les différentes voies pour réduire les herbicides dans le colza, que ce soit par la pratique du colza sous couvert végétal ou colza associé ou sous semis, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en fait, on va découvrir ça. Et aussi la technique donc du désherbage mécanique par le sarclage. Ce sera suivi de 2 témoignages d'agriculteurs qui pratiquent du colza sans herbicide. D'une part, dans un premier temps, ce sera sous forme d'une vidéo qui a été enregistrée d'un agriculteur bernois, Martin Heberli, qui était hier soir en direct dans notre soirée. Ce soir, on aura juste un extrait de son intervention sous forme d'enregistrement. Un agriculteur qui pratique le sous-semis essentiellement. Et puis, on aura la chance d'avoir en direct parmi nous Steve Cotin, de Épan, de Fribourg, qui est un agriculteur qui pratique, qui a quelques années de pratique du sarclage dans le colza, entre autres cultures. Donc, on va pouvoir bénéficier de son expérience là, dans le cas du colza. Ce sera suivi d'une présentation de comparaison, en fait, de différents procédés du point de vue économique, voir dans quelle mesure c'est rentable, par Fabien Reinhardt, qui travaille au groupe d'économie rurale ici à Grangeneuve. Et après ça, on va donc clore cette première partie en plénum, sachant que on va entrecouper chacune des parties par des possibilités de poser des questions, donc, mais que vous pouvez poser, comme je l'ai déjà dit, en continu avec l'option questions-réponses, et on les prendra au fur et à mesure. Donc ça, n'hésitez pas à poser vos questions dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Et suite à ça, donc on passera à un changement de système, un changement de système pour permettre après les échanges dans des ateliers parallèles en deuxième partie. Voilà. Donc les herbicides, pourquoi est-ce qu'on a consacré ces soirées de désherbage finalement à la réduction des herbicides? C'est parce que ils représentent dans tout le contexte
qu'on vit depuis plusieurs années, dont on a vécu, je dirais, un petit peu un sommet le dimanche passé avec les votations sur les initiatives. Donc, dans tout ce contexte de pression sur l'utilisation des produits phytosanitaires, les herbicides représentent quand même le principal problème, hein. Les insecticides sont aussi très problématiques, mais les fongicides moins. Mais on pourrait quand même, s'il fallait faire un classement, disons, des plus propres, du groupe le plus problématique, on peut mettre sans autre en tête les herbicides, notamment par rapport aux risques qu'ils représentent pour les eaux souterraines, surtout qu'elles soient utilisées pour souvent qui finissent comme eau potable. Et pourquoi? Bien sûr, c'est parce que ce sont quand même des substances qui sont très persistantes, notamment les herbicides racinaires, et qui sont aussi très mobiles dans le sol. Donc, raison pour laquelle on peut les retrouver même des années plus tard dans les eaux souterraines. Et ça se montre bien par ce tableau-là qu'on a déjà montré à chaque fois, qui est un tableau issu d'une étude d'Agroscope faite l'automne dernier, qui dresse la liste des 20 matières actives qui représentent le potentiel de risque le plus élevé pour les eaux souterraines. Et dans ces 20, 13 sont des herbicides. Donc ça confirme ce que je viens de dire. Et là, maintenant, pour venir sur le colza, on en a quand même sur ces 13 matières actives herbicides, il y en a 5 qui sont présentes dans des herbicides qu'on utilise dans le colza. À droite, je vous ai mis quelques noms de produits, ça n'est pas exhaustif, hein, ce sont juste quelques noms de produits parmi les plus courants qui contiennent ces matières actives et qu'on utilise pour le désherbage chimique du colza. Donc, ça montre bien que le colza est fortement concerné par cette problématique des herbicides. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certaines de ces matières actives qui sont suivies d'un point bleu, là, font l'objet dans le train d'ordonnance actuellement en consultation, l'ordonnance sur les paiements directs. Il est proposé ou prévu d'interdire ces matières actives en PER dès 2023. Donc, vous voyez qu'on parle d'une échéance à très court terme, finalement. Dans le prochain, pas le prochain colza, pas le colza mais cet automne, mais celui de l'année prochaine sera déjà concerné par ça. Et ils font déjà l'objet, plusieurs de ces matières actives utilisées dans le colza font d'ailleurs l'objet depuis quelques années maintenant de restrictions d'utilisation par rapport, disons, pour augmenter, réduire le risque pour les eaux souterraines en limitant les quantités cumulées sur plusieurs années. Donc, ce sont ces 5 marqués d'une étoile jaune. Donc voilà, disons, ça démontre bien l'importance de s'attarder et d'échanger sur des techniques qui peuvent nous permettre de se passer ou en tout cas de fortement réduire ces herbicides. Et d'autant plus que finalement, pour ce qui concerne le désherbage, on dispose quand même de nombreuses techniques qui sont éprouvées, qui sont efficaces et qui nous permettent de maîtriser le désherbage sans ou avec moins d'herbicides et généralement avec peu d'impact sur le rendement. C'est donc extrêmement intéressant, disons, dans le cadre du désherbage, de s'intéresser sur des alternatives aux herbicides. C'est la raison pour laquelle vraiment on a accordé la priorité à ça dans nos soirées qui devaient normalement se dérouler sous la forme de journées sur le terrain. Voilà. Donc, on va directement passer à l'intervention de Hans Ramsayer. Je le laisserai se présenter brièvement, donc professeur à la Havel-Latzolikofen, et il va nous parler donc de ces 2 possibilités de réduction des herbicides dans la culture du colza. Alors, bonsoir à toutes et tous. Hans Ramsayer de la Havel, je suis professeur pour protection des plantes et agroécologie. Le thème ce soir est production de colza sans herbicide. Quelques généralités sur le colza. Le colza a une vraiment bonne capacité de concurrencier les mauvaises herbes. Mais si c'est le cas, si les conditions d'une levée et le développement juvénile est vraiment bien et rapide, c'est-à-dire la préparation
doit être soigné du lit de semence. Et exactement, on doit éviter les mottes, mais quand même sans avoir une structure trop fine, parce que dans ce cas, on a déjà peut-être l'érosion. Et très, très important, un semis superficiel selon le type de sol, 1 à 2 cm. Les Allemands disent si la culture de colza lève régulièrement, on peut supprimer un traitement d'herbicide, c'est-à-dire qu'ils ont un seuil d'intervention lié à la culture. C'est-à-dire aussi la force de concurrence contre les adventices est vraiment bien par la colza, parce que le colza lève très vite et occupe assez rapidement le sol. Le thème sous-semis. Le principe d'un sous-semis. Le colza est semé avec des autres plantes. Ce sont des plantes légumineuses ou d'autres espèces. Et le but, c'est ces plantes de sous-semis concurrencent les adventices une fois grâce à la levée très rapidement, c'est-à-dire ici sur l'illustration, vous voyez les petites plantes, ce sont toutes des plantes des trèfles blancs. Nous avons commencé aussi avec des trèfles blancs, mais le trèfle blanc lève rapidement et là, toujours là où vous voyez une plante de trèfle blanc, c'est pas possible que là, un mauvais herbe peut aussi lever. C'est une chose, cette occupation de l'espace. Je suis là et un adventice n'a pas de chance de lever. Et le deuxième point, on a des plantes qui produisent des exudations racinaires. Et ces exudations freinent la croissance ou la germination des mauvaises herbes. Mais c'est le but, c'est très important, ces plantes de sous-semis ne doivent pas concurrencer le colza. Vous voyez ici à gauche le fenicrec, c'est une illustration que nous avons fait pendant un essai des engrais verts. Nous avons testé des plantes pour des engrais verts et entre autres, nous avons aussi testé le fenicrec. Et le fenicrec a vraiment très, très bien supprimé les adventices, sauf le colza. Et c'est l'idéal pour partenaires dans ce mélange de sous-semis. Et à gauche et à droite, vous voyez un sous-semis très bien levé. C'était semé avec un semoir à céréales. Et toujours où on a une plante de sous-semis, c'est pas possible que là, sur cette place, germe aussi un adventice. Une chose très importante, le sous-semis doit être chélive pendant l'hiver. Facteur de réussite d'un sous-semis. Une chose, c'est important de dire de mon côté, un sous-semis est possible avec un système de labour ou aussi dans un semis sous litière. Très, très important, c'est un déchômage superficiel directement après la récolte de blé. Pas attendre encore 2-3 semaines, c'est vraiment bien si vous faites le déchômage directement après la récolte. Puis c'est bien si vous faites un deuxième passage comme un faux semis aussi superficiel avant la préparation du lit de semence.
Et puis, la préparation de semences vraiment soignées. Par exemple, on peut utiliser le chisel et puis la herse ou la herse à disque ou la herse rotative. Le semis, nous recommandons environ 3 à 5 jours avant, plutôt que le semis habituel. Mais je suis persuadé que ce n'est pas bien si vous avancez la date de semis trop, parce qu'on a une légère tendance de l'élongation du colza, c'est-à-dire si on sème trop tôt, on a ce problème. Idéalement, on peut semer avant une pluie et surtout pas avant une période sec sans pluie. La quantité de semences, c'est la même que pour un semis habituel, c'est-à-dire entre 30 et 50 graines par mètre carré. Si on a des rangs plutôt larges, on sème plutôt 30-40. Si on sème avec un semoir céréales, on peut augmenter peut-être à 50 graines par mètre carré. Puis, c'est très important de semer le colza et le sous-semis en même temps. C'est-à-dire, on peut mélanger avec le sous-semis avec le colza. Par exemple, si on sème avec un semoir à céréales, le semis doit être fait à la même profondeur. Ou on peut aussi semer le colza. Par exemple, si on sème le colza avec un semoir monochrème, et puis directement avant ou directement après le mélange de sous-semis avec un Krummenacher. Au plus tard 2 jours, maximum 3 jours après le semis du colza, on doit semer le sous-semis. Rouler, c'est important. Et puis, si c'est nécessaire, on doit aussi lutter contre les limaces, c'est-à-dire les limaces bouffent pas seulement le colza, il peut aussi détruire les plantes de sous-semis. Quand faut-il éviter le sous-semis? Quand je ne recommande pas un sous-semis. Une fois si on a des problèmes de compaction, tassement du sol, ou si on a une grande pression d'adventice, un stock crânien important, aussi peut-être ces problématiques dans les sols noirs. Et ça, c'est très important. Si j'ai des adventices problématiques, si je dis des adventices problématiques, surtout les gaillets, patrons, la camomille, une haute pression de vulpin et peut-être aussi les bleuets. C'est peut-être en Suisse pas toujours un problème, mais les bleuets sont très, très concurrentiels. Ou si on ne peut pas semer le colza aux conditions météo, c'est-à-dire si on a des conditions météo, on doit, dans ce cas, c'est pas recommandé encore de faire un sous-semis. Je vous présente encore quelques résultats de nos essais. Nous avons fait pendant 4 ans des différents essais sur le thème de sous-semis. Et ici, à gauche, vous voyez des différentes procédures. Bleu, c'est classique avec un traitement d'herbicide. Et les autres parts, ce sont des différentes sous-semis et aussi un témoin. Et vous voyez, à gauche, c'est la couverture de la surface après 30 jours après le semis.
bleu, avec l'herbicide, on a encore pas mal de terre ouverte, c'est-à-dire c'est que le colza qui couvre le sol. Rouge, c'est un mélange qui couvre très très bien et très rapidement le sol. Et vert, ça c'est le mélange colza top secunda de Schweitzer, c'est en moyenne. Mais c'est, comme déjà dit, c'est très important que les plantes de sous-semis ne concurrencent pas le développement du colza. Et à droite, vous voyez, au printemps, c'est-à-dire début floraison, nous avons mesuré la biomasse du colza. C'est une très bonne liaison entre la biomasse et le rendement de graines. Et ici, vous voyez bleu de nouveau l'herbicide. Rouge est concurrencé le colza. Et vert, on a un peu moins que la procédure avec l'herbicide. Et ce sont aussi des expériences où on a fait des essais en bande. Par exemple, le Forum Ackerbau a fait des essais sur plusieurs années à plusieurs sites. Et ils ont constaté que avec un labour, ils ont eu un rendement moins, environ 2 décitonnes par hectare avec un sous-semis. Avec le système non-labour, ils ont eu un peu plus de pertes, c'est-à-dire bien 3 décitonnes par hectare. À la fin, on peut dire c'est possible de faire un sous-semis dans le colza si on respecte les conditions mentionnées ci-dessus. Mais on doit calculer avec une légère baisse du rendement. C'est comme ça. Et encore quelques mots sur les autres effets positifs d'un sous-semis. Pas de patence au stade précoce du colza. On a une amélioration de la structure du sol grâce des racines des plantes de sous-semis. Et nous avons mesuré dans la biomasse aérienne des plantes sous-semis, et nous avons mesuré entre 4 et 54 kilos d'azote par hectare, dépendante de mélange et de l'année. Et on a aussi en plus de l'azote des souterrains qui reste dans le système. Et une chose assez intéressante, nous avons eu 2 années dans nos essais avec une assez grande, très grande pression par des altices, et nous avons constaté une fois dans cette année 2015 à 16, on a aussi eu une différence dans l'attaque des feuilles, des petites plantules de colza, mais surtout intéressante, c'est que nous avons eu que la moitié des larves d'altice dans les tiges. L'année 2018-2019, la pression était encore beaucoup plus grande. On n'a presque pas eu des différences sur les plantules. On a de nouveau eu la moitié de larves d'altice dans la procédure sous-semis. Mais si vous voyez le nombre, ce sont 25 larves par 5 plantes, c'est-à-dire 5 larves par plante. C'est quand même trop. On a un effet, mais des fois, ça ne suffit pas. Risques et désavantages du sous-semis. Le développement du colza est légèrement freiné en automne. Nous avons
tous les 4 ans mesuré le diamètre du collet et on a constaté que le diamètre du collet était plus ou moins 2 mm moins avec un sous-semis. On a un petit risque d'élongation légèrement et on a parfois des problèmes de repousse de céréales. C'est le cas si on fait pas de déchômage ou les déchômages sont faits aux conditions sèches. En production PER, on peut corriger ces problèmes, mais on perd la prime. Reprise de sous-semis après des hivers doux, c'est presque toujours la veste d'été, et parfois aussi le trèfle d'Alexandrie. Ça dépend surtout de la variété qui est utilisée dans le mélange. Puis monter à graines d'adventice problématique, et ça c'est un problème pour les cultures suivantes, c'est-à-dire si les graines sont dans le stock granier dans le sol, et pendant les années, il revient. Et un problème, si je veux traiter le charançon de la tige du colza, et on a des mauvaises herbes comme le lamier pourpre. Attention, c'est une plante très attractive pour les abeilles et dans ce cas, soyez prudente avec les insecticides. 2 images problématiques. À gauche, une grande pression de repousse de céréales dans ce colza avec un sous-semis. Le paysan a rien fait après la récolte de blé jusqu'à 2 jours avant le semis du colza. Et il a fait un passage de chisel, la herse rotative, et il a semé. Et ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ici, c'est nécessaire de traiter avec un antigraminé. Et à droite, vous voyez le problème avec la vestette. On voit la vestette est vraiment bien développée, augmente et fait un tapis. Et ça, c'est vraiment un problème si c'est si grave comme ici. J'ai eu hier un téléphone d'un collègue, d'un agriculteur de la Nouvelle-Zélande, et il m'a dit, j'ai fait la première fois un sous-semis, c'était super, mais maintenant je vois que la veste. Le colza est disparu. Puis quelques mois encore pour un désherbage mécanique. Facteurs de réussite, ce sont les mêmes que pour un sous-semis, c'est-à-dire un déchômage, levée rapide et favoriser le développement juvénile. Sarclé ou étrier, une régulation seulement avec une herse étrier, c'est rarement suffisant. Et si je veux sarcler, c'est important de savoir la largeur de la sarcleuse, c'est-à-dire la distance doit correspondre à la sarcleuse. 25 cm pour un sarcleuse de céréales. On peut fermer tous les 2 socs. Assez souvent, c'est 50 cm et c'est aussi important de savoir qui va sarcler. Si je n'ai pas une propre sarcleuse, je dois savoir quelle est la largeur de sarcleuse de mon collègue, ou peut-être aussi
de l'entrepreneur. R7, on fait peut-être deux passages assez tôt, c'est-à-dire dans le stade 4 feuilles du colza. On doit tester un peu, essayer un peu, c'est-à-dire on ne doit pas arracher le colza et on ne doit pas couvrir le colza avec la terre. L'efficacité, c'est plus ou moins bonne, et surtout dans les sols lourds, c'est assez difficile de réussir avec une R7. Pila ou rotatif, c'est aussi possible un peu plus tard, c'est-à-dire plutôt dans le stade 6 feuilles, mais là, je n'ai pas de grande expérience. Facteur de réussite du sarclage, ici aussi c'est important de dire, ça c'est possible dans un système de labour ou aussi dans un système semi-solitaire. Premier sarclage à partir du stade 4 feuilles, on devrait travailler tôt, mais pas couvrir les plantes de colza avec la terre, c'est-à-dire c'est nécessaire de travailler avec des disques de protection ou des sarcleuses avec des dents spéciales. Un passage peut suffire. Le sarclage au printemps, j'ai déjà écouté que quelques agriculteurs font ça. J'ai vu une parcelle où c'est fait. C'est peut-être sous quelles conditions possibles, mais c'est surtout une chose qui a réglé à l'automne. À gauche, vous voyez une image avec une sarcleuse guidée par caméra. Et à droite, vous voyez une sarcleuse dans une parcelle avec un semi-solitaire, pas mal de paille, mais ça commence quand même assez bien fonctionné. On n'a presque pas de résultats concernant le rendement entre des systèmes sarclés et des herbicides. C'est un résultat de l'Allemagne et là, on n'a eu presque pas de différence. Et j'estime aussi qu'on n'a pas de grande différence entre la procédure sarclage et un herbicide. Les défis et risques pour des sarcleuses, une fois pas de sarcleuse en propriété, ils sont chers, mais on peut louer les machines ou on peut laisser faire les travaux par un entrepreneur. C'est très, très important de faire un bon réglage de la sarcleuse, superficiel, mais quand même si profond que, par exemple, les plantes de blé sont détruites. Et le météo favorable. Vous voyez ici l'année passée, l'automne passé, le colza est semé ici, levé, et puis on pourrait faire peut-être un passage de sarcleuse, et puis c'était presque plus possible de faire un deuxième passage parce qu'on a eu presque tous les jours des précipitations. Voilà, ce sont les informations de mon côté. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à André. Voilà, merci beaucoup Hans pour ce tour d'horizon de ces deux techniques en attirant bien l'attention sur les règles à respecter, les potentiels et limites. Merci. On va directement prendre quelques questions qui ont été posées en cours de présentation.
D'abord, la question de savoir si il y a des essais qui montreraient que des sous-semis favorisent l'attractivité pour les auxiliaires. Puis bon, bien sûr, sous-entendu avec des conséquences positives dans la lutte contre les ravageurs. Oui, nous avons observé des fois le sarrasin dans le mélange colza fixe qui en fleur encore en octobre. Cette plante est très attractive, par exemple, pour les abeilles. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, si je dois lutter contre les altises, ce sont vraiment des insecticides à large spectre et dans ce cas, je peux détruire beaucoup des abeilles. Oui, et donc, alors là, oui, tu parles des abeilles, mais là, la question était vraiment sur les auxiliaires, là, vraiment les nützlinge, et puis ouais, par rapport... Et puis, on a aussi, par exemple, des cirfes sur le sarrasin, mais c'est la même chose. On peut détruire aussi les auxiliaires. Mais disons, il n'y a pas de résultat qui montrerait l'attraction avec des réductions de dégâts de ravageurs. Ben, notamment, ça concernerait l'altise, quoi, seulement, vu que c'est l'automne. C'est seulement l'altise, oui. Et nous avons aussi constaté qu'on a des fois un peu moins des limaces pouf, et plutôt les plantes de sous-semis ou les adventices. Mais je pense, c'est tout. Oui. Mais là, par rapport, oui, donc merci pour la réponse à cette question, mais je rebondis juste avant de passer à la suivante quand même sur cette question que tu as soulevé, sur ce problème finalement que tu as soulevé en parlant là du sarrasin. Je pense que c'est la seule, à ma connaissance, c'est la seule espèce présente dans certains sous-semis qui peut déjà arriver à floraison en automne. Il me semble pas qu'il y a d'autres espèces qui pourraient le faire, mais en tout cas pour le cas du sarrasin, c'est le cas. Et je pense que c'est vraiment à déconseiller de mettre du sarrasin dans un sous-semis parce que sachant qu'il va venir à fleur et qu'il est très probable de devoir faire une intervention contre des altises tard en octobre contre les larves, parce que c'est de plus en plus fréquent. Là, on sera forcé finalement d'appliquer une pyrétrinoïde sur des plantes en fleurs. Ouais. C'est pas souhaitable. Non, ça, je pense, c'est vraiment à proscrire ces mélanges avec sarrasin, quoi. On discute aussi assez souvent si on sème assez tôt, c'est-à-dire c'est possible que le sarrasin forme aussi des grains. Oui. Et on pourrait éventuellement aussi avoir aussi des problèmes comme mauvaises herbes dans les cultures qui suivent. Notamment si on a de la betterave, par exemple, dans la rotation. Par exemple, les betteraves. Oui, ça, c'est vraiment un point, il faut vraiment bien le garder en tête comme un élément qui peut être vraiment critique où on peut se créer des problèmes suivant l'espèce qui est présente dans le sous-semis. Donc, faites attention à la composition des mélanges. Voilà, ça, c'était pour cette première question. Ensuite, une autre question qui concerne alors aussi en restant sur ces ravageurs, mais tu en as parlé un petit peu de savoir si les couverts, les sous-semis, donc quand un éventuel effet sur les altises en automne, en faisant office de piège pour les insectes, donc en détournant finalement les insectes du colza. Oui, on a observé ou mesuré que l'altise préfère, si on a un sous-semis, il attaque moins le colza. Mais je pense que ça ne suffit pas. Normalement, ça ne suffit pas. Il semble aussi, c'est vraiment une nouvelle observation. J'ai eu un travail de semestre par une étudiante qui a comparé deux mélanges, le mélange colza fixe et le mélange colza top secunda. Et là, il semble que le mélange colza fixe est plus
attractif pour l'altise en automne. D'accord. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ça dépend des plantes, c'est sûr, mais je ne sais pas encore quelles plantes sont vraiment attractives pour l'altise. On va encore un peu essayer de voir quelles plantes sont vraiment attratives. Et puis, la dernière question, en tout cas posée par des participants, est la question de l'azote, disons, de la minéralisation, de la disponibilité de l'azote qui aurait été fixée par les légumineuses présentes dans le sous-semis et cette disponibilité au printemps. Est-ce qu'elle est à nouveau disponible ou bien il y a plutôt, disons, un retard? Je ne pense pas qu'une grande partie est disponible pour l'azote et pour le colza. La plupart de l'azote est disponible plus tard, c'est-à-dire pour la culture qui suit. Oui. J'estime peut-être 20% est disponible pour le colza. C'est une estimation. Oui. En tout cas, donc, ne pas penser là avoir un fort rapport d'azote pour le colza au printemps lié à ce qui a été fixé dans le sous-semis en automne. J'ai fait, il y a déjà presque 20 ans, j'ai fait les premiers essais sur ce sous-semis. Et là, on a aussi mesuré les rendements dans les cultures qui suivent. Et c'était toujours le blé ou l'épeautre. Et là, nous avons constaté que nous avons eu des rendements en plus entre 7 et 11 décitonnes par hectare. C'est assez bien, mais c'était une exploitation bio et nous avons travaillé avec le trèfle blanc encore. D'accord. Et le trèfle blanc reste au printemps et peut fixer pendant l'été encore de l'azote. Je pense qu'on a peut-être un effet, mais on n'a pas mesuré. D'accord, merci. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. D'accord. Alors, on aura certainement des questions qui reviendront encore dans la partie d'échange, dans l'atelier d'échange technico-économique, mais pour ne pas trop perdre de temps, on va directement passer à la suite. Mein Name ist Martin Heberli. Wir führen einen Landwirtschaftsbetrieb zwischen Münchenbuchsee und Mossendorf mit Mutterkühen. Die Kulturen, die wir anbauen, sind Winterweizen, Saatgewächse, Braugerste, Zuckerrüben, Silomais und noch Raps. Ich mache jetzt im 8. Jahr Raps mit Dungersaat. Die Bodenbearbeitung nach dem Weizen ist so, dass wir 1- bis 2-mal eine flache Bodenbearbeitung machen. Entweder mit einer Scheibeichte oder mit einer Federzangeneichte. Mit dem Ziel, den Ausfallweizen zu vernichten. Das könnte man ja im Raps selber nur noch wieder mit einer Herbizidspritzung bekämpfen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, vielleicht für einen Einstieg, dass wir durch die Sacher fahren. Anschliessend mache ich einfach mit dem Grupper eine Saatbettvorbereitung. Die Rapsungersaat und den Raps mische ich zusammen und in einem Arbeitsgang mit der Säikombination säen. Bei der Saat ist es so, dass ich in der letzten Augustwoche gesät habe. Ich schaue gerne, dass ich nicht vor einer grösseren Trockenheitsperiode sähe. Weil wichtig ist natürlich, wenn das Saatgut im Boden ist, dass das zügig aufläuft, in nützlicher Frische den Boden bedecken kann. Die Untersaatmischung die habe ich jetzt selber zusammengestellt, anhand der Erfahrungen, die ich in diesen Jahren gemacht habe. Die Mischung anpassen. Also der letzte Schritt, den ich jetzt gemacht habe, ist anhand von letztes Jahr. Haben wir einen milden Winter gehabt, der Alexandrinerklee nicht erfroren. Und dann habe ich jetzt auch noch zur Untersaatmischung ausgehängt und anhand vom Alexandrinerklee Sommeröl eingemischt. Wieso ich nicht eine Untersaatmischung aus dem Handel brauche, ist einerseits, dass Komponenten wie zum Beispiel Sommerwicken, die über den Winter eben zum Teil nicht abgefriert, Buchweizen, möchte ich auch nicht drin haben. Weil einerseits ist, wenn man das eben schon Ende August zeigt, ob der Buchweizen nicht noch absamen im Herbst. Oder jetzt seit letzten Herbst, wo ich Parzellen gesehen habe, wo sie nachher noch eine Insektizidbehandlung gemacht haben gegen Erdfloh und der Buchweizen geblüht hat, weiss ich nicht, ob das in der heutigen Zeit so sinnvoll ist. Die Untersaatmischung, die ich jetzt sehe, das sind
Guizottia, Phacelia und Sommeröline. Das sind eigentlich alles zusammen Komponenten, die ähnliche Saatgutgrösse haben wie der Raps, dass es nicht während dem Säen und Mischen geben könnte. Bei den Komponenten, die ich jetzt drin habe, ist es eigentlich so, dass der Erdklee gefriert nicht ab über den Winter, aber der bleibt tief am Boden. Wenn der Raps davon wächst und der Bestand zutut, fällt dem nachher das Licht. Und es ist so, dass man beim Dröschen eigentlich auch vom Erdklee nachher nicht mehr sieht. Guizottia ist es so, dass die beim ersten Reif abgefriert. Und Phacelia und Öline habe ich bis jetzt eigentlich auch kein Problem gehabt, dass die durch den Winter nicht abgefroren sind. Im ersten Jahr, als ich Phacelia beigemischt habe, sind ja dort nur 1,5 Kilo auf die Hektare. Und das hat halt dann schon einen rechten Konkurrenzdruck gegenüber dem Raps. Es braucht je nach Komponente wirklich nur wenig. Guizottia ist auch so, dort ist nicht allzu viel drin, weil die natürlich schnell in die Höhe wächst. Oder auch der Raps dazu kann verleiten, dass er eher in die Höhe wächst. Finanziell sieht es so aus, dass der Arbeitsaufwand für die Spritzung plus Herbizid darf nicht teurer sein als die Untersaatmischung. Und der Rest ist ja alles gleich, wie wenn ich herkömmlich den Raps anbauen würde. Beiträge für einen herbizidlosen Anbau ist die Risikoabsicherung, die ich habe. In diesen 7 Jahren sieht es so aus, dass ich in 5 Jahren ungefähr die gleichen Erträge hatte, wie sie in der Region noch haben. In einem Jahr hatte ich einen tieferen Ertrag, weil dort die Parzellen recht flachgründig war. Und letztes Jahr war es so, dass wir nur 25 Kilo getröstet haben. Wir haben verpasst, den Stängelrüssler zu spritzen und haben durch das natürlich einen recht starken Befall letztes Jahr gehabt. Und wenn natürlich der Raps im Frühling nicht sich schön entwickelt, dann ist es halt so, dass die Untersaat den Platz nützt. Und zusätzlich zu dem, dass der Raps durch den Stängelrüssler geschwächt ist, halt noch von der Untersaat unterdrückt wird. Directement passer à un témoignage en live, c'est-à-dire qu'il va se faire sous forme d'interview disons l'interview menée par ma collègue de Grangeneuve, Claudia Degen, et qui va nous mener une interview avec Steve Cotin, agriculteur à Éponde, Fribourg. Bon, alors bonsoir aussi de notre côté. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Steve Cotin pour un court entretien au sujet du désherbage mécanique dans le colza. Merci d'avoir pris le temps et d'être d'accord de répondre à mes questions. On attaque directement. Peut-être tu te présentes en quelques mots. Alors moi, je m'appelle Steve Cotin, je viens de Éponde, dans le canton de Fribourg. Moi, j'ai une exploitation bio de 50 hectares avec du blé, des patates, de l'épeautre, du seigle, lupin, orge et puis un peu de légumes. On est en bio depuis 4 ans maintenant. On a un peu la particularité que mon papa, il a une exploitation de aussi une 50aine d'hectares en conventionnel et on travaille les deux plus ou moins ensemble. On fait du non-herbicide sur toute la surface pour quasiment toutes les cultures. Et puis, on a comme ça une expérience qui est assez large entre le bio et le conventionnel. On a les deux façons de voir les choses. Parfait. Effectivement, c'est très intéressant. Quelle est la surface de colza du coup que vous sarclez chez vous ou peut-être aussi pour tiers? On fait 5 hectares pour nous et environ une quinzaine pour des tiers. D'accord. Et puis au niveau de vos clients, c'est des bio, des conventionnels, que ça se présente comment? C'est tous des conventionnels. Ouais. Et puis oui, leur motivation pour faire sarcler leur colza, c'est quoi? Quand on a commencé à faire un peu nos expériences, ils ont vu qu'on arrivait à plus ou moins tenir propre nos champs. Et puis ça les a intrigués et motivés à essayer de faire ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, nous, pris c'est nous qui savons quand on va faire les travaux chez les autres. Et puis comme ça, on va regarder nos champs, on va regarder les champs de ceux qu'on fait. Et puis comme ça, on décide quelle machine on emploie. Et puis quand on va, c'est beaucoup plus facile pour nous plutôt que ce soit lui qui aille regarder et puis qui nous dise et puis qu'on n'est pas forcément sûr de la machine qu'on va employer. Alors, on a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance pour qu'on puisse faire le travail de A à Z. Et puis ça fonctionne bien. Parfait.
Pour par rapport aux questions agronomiques, hein, si maintenant il y a des agriculteurs qui nous écoutent ce soir ou agricultrices qui nous écoutent ce soir, à quoi il faut faire attention si derrière on veut sarcler le colza? Je trouve la préparation du sol au début elle est très importante. Si on prépare notre sol comme il faut avant l'implantation du colza, on a déjà une bonne partie du travail qui est faite. Si on pense à la gestion des résidus, par exemple, ou bien avec les faux semis, on arrive à faire aussi beaucoup de travail en avance sans abîmer la culture qui est en place. Et puis là, on prend beaucoup d'avance pour la suite après. Et puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Ça fait peur au début, mais le colza est très résistant et puis il se relève de beaucoup de choses. Alors on arrive à vraiment bien le sarcler, arriver à un résultat qui est très propre si on fait bien comme il faut. Et puis, c'est quoi les précédents chez vous, vous avez essayé plusieurs, mais c'est systématiquement des céréales ou du blé? C'était toujours du blé jusqu'à maintenant. C'est ce qui se prête le mieux. On a aussi un bon bout de temps pour la préparation de la culture. Si un blé il est récolté en mi-juillet et puis qu'un colza il est semé au 20 août, on a toute cette période pour faire des faux semis pour préparer notre terrain. Et puis ça, c'est important aussi pour la gestion des résidus. Et puis, dans la rotation, un colza va toujours très bien après un blé. Hier soir aussi, c'était un peu la discussion par rapport au déchômage. Comment ça se présente chez vous? Vous faites quoi suite à la récolte? En principe, chez nous, la paille est toujours récoltée parce qu'on a beaucoup de bétail dans la région. Donc la paille elle est récoltée. Ensuite, on fait souvent un faux semis avec une herse à disque assez superficielle, 4-5 cm. On laisse germer un moment que les repousses de blé et puis tout ce qui doit pousser ait le temps de pousser. Ensuite, comme on est dans une période qui est plus ou moins sèche, on fait un travail de chisel une bonne préparation de sol. Et puis ensuite, on passe suivant le salissement puis le temps qu'on a, en tout cas 1 ou 2 fois pour faire des faux semis. Ça peut être avec soit de nouveau avec une herse à disque ou bien avec un vibroculteur. Ça fonctionne aussi très bien pour sortir les mauvaises herbes et puis les faire sécher en surface. Et puis ensuite, le semis, il est toujours fait en combiné. Herse rotative SMOR. Et puis là, on a vraiment un lead semence qui est très, très propre. Est-ce qu'il faut faire attention par rapport à la date? Quand est-ce qu'on sème, si on veut sarcler derrière? Nous, on n'a pas changé nos habitudes comparé avant. On a gardé les mêmes dates. Mais on n'est pas fixé sur une date. On est fixé plus sur une condition de semis. Il faut vraiment que notre colza il ait toutes les chances de pousser vraiment le plus vite possible. Si on a une semaine qui est très sèche, on va peut-être attendre un petit peu qu'on ait un peu d'humidité. C'est pas le but le but, c'est justement que le colza sort le plus vite possible, qu'il prenne de l'avance sur les mauvaises herbes. Et puis ça, c'est le plus important, plus que la date, à mon avis. D'accord. Et puis maintenant, concrètement, donc après le semis, ça se présente comment au niveau stratégie de désherbage? Après, on regarde pour avoir le moins de résidus possible. C'est beaucoup plus facile à travailler avec les machines, spécialement la hersetterie. Elle a beaucoup de peine, plus de peine s'il y a beaucoup de mauvaises herbes, de résidus de la récolte d'avant. Alors, on a un lead semence qui doit être plus ou moins propre, le plus plat possible. C'est aussi beaucoup plus facile à régler les machines. On va le plus tôt possible. On a fait des très bonnes expériences avec une houe rotative très tôt. Des fois, même quand la plante était à peine sortie, ça fonctionne vraiment bien. C'est une machine qui fait peur à travailler parce qu'elle fait beaucoup de terre. On doit rouler très vite pour qu'elle travaille comme il faut, mais elle est très, très délicate avec les jeunes pousses qui sortent. Et puis, elle a cet effet d'enlever vraiment tous ces petits filaments blancs. Ça, c'est vraiment le meilleur moment pour les enlever. Donc, on va toujours le plus tôt possible dans la culture. Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut vraiment regarder le sol, comment il est, la culture où elle en est. Et puis, nous, on a une hersetterie et une houe rotative. Alors, il faut essayer avec une. Si ça ne va pas, essayer avec l'autre. Et puis, il y a des fois où il faut encore attendre quelques jours. Et puis, des fois où c'est déjà trop tard. Donc, si tu dis le plus tôt possible, ça veut dire en prélevé? On a fait des tests en prélevé, ça fonctionnait bien avec la houe. La hersetterie était trop agressive, mais il y a souvent, si on le sème dans des conditions qui sont idéales et s'il sort assez vite, en principe, on va plutôt quand on voit vraiment mieux les lignes, ça c'est plus facile à rouler. Et puis là, les mauvaises herbes sont pas non plus trop développées pour que la houe n'arrive plus à les enlever, par exemple. Et pourquoi, c'est un peu une question stupide, pourquoi prendre le risque de trier ou hersetterie, sarclage, ça suffit pas? Le problème, c'est qu'on veut avoir la ligne qui est le plus propre possible. La sarcleuse, après, elle va s'occuper de l'interligne, pas de la ligne où il y a les colza qui poussent.
Donc, on doit réussir à tenir cette ligne le plus propre possible. Parce que la sarcleuse, après, elle aura beaucoup de peine à aller sur la ligne parce qu'il y a déjà du colza qui est développé. Et puis, les mauvaises herbes, si on les laisse venir sur cette ligne, ils vont trop être concurrentiels après. D'accord. Et puis, si maintenant si on passe au sarclage, là, est-ce que première intervention, et puis peut-être explique aussi votre système de semis qui est un peu différent de celui des autres. Et on est parti dans l'idée, enfin, on savait pas. Au début, on avait fait avec un sous-semis et puis on n'a pas été content du tout. C'était trop aléatoire pour nous. Et puis le problème qu'on a, c'est si les plantes se développent pas comme il faut, on n'a plus de moyens d'aller dedans parce qu'il y a une telle masse végétale qu'une hersetterie ne peut pas travailler. Une sarcleuse aura beaucoup de peine aussi. Alors on est parti sur un système de sarclage. On sème avec le semoir à céréales conventionnel. On a 2 socs qui sèment, 4 qui sont bouchés et puis 2 qui sèment nouveau. Ça nous fait une double ligne qui a un espace entre deux de 75 cm. Et puis, le but de faire ça, c'était d'avoir une sarcleuse qui va pour le colza et qui va pour le maïs. Et puis, on voulait avoir la double ligne pour avoir une régularité de semis qui est meilleure. Et puis aussi une sécurité au cas où on a pour éviter les trous sur la ligne. Parce qu'il y a des trous sur une ligne, c'est toujours un nid de mauvaises herbes après. Alors, avec la double ligne, on a toujours beaucoup de plantes qui sont disponibles. On a une concentration qui est assez élevée sur la ligne. Par contre, on a beaucoup de lumière qui est disponible de côté. Et puis, jusqu'à maintenant, on a fait des bonnes expériences avec ça. Alors, ça c'est certainement pas la technique la plus répandue, mais donc ça veut pas dire qu'un semer à 50 ça marche pas. Hein. On verra les deux exemples ce soir. Andreas, tu pourrais passer s'il te plaît l'exemple de la sarcleuse à Steve Cotin ici à Grange-Neuf. C'était en 2018 et puis à ce moment-là on savait pas encore qu'on allait organiser une soirée. Donc la vidéo elle est un petit peu shaky. Je sais pas comment on dit. Ça secoue un peu. Alors, c'est un procédé chez nous, là, la tiolaire, c'est la partie bio. Donc, on a une belle pression. Et puis, voilà, il y a cette sarcleuse. C'était très court. Après, j'ai dû couper, justement. Et puis là, on voit un petit peu le résultat. Après le deuxième passage, c'était écrit, voilà. Et puis, peut-être par rapport à la sarcleuse, donc on a vu une Matermac. Au niveau guidage, est-ce qu'il y a des exigences au niveau des outils que vous avez en bas? On a vu les tôles que vous avez. Ça, les tôles, c'est quelque chose qu'on a enlevé. On est passé sur des disques maintenant à la place des tôles. Le problème qu'on a avec les tôles, c'est que ça avait tendance à faire un gant avec les résidus de la culture d'avant ou bien les feuilles qui sont tombées, surtout au premier passage au printemps. Alors après, on est passé sur un système de disques qui tourne tout le temps, puis il n'y a pas de risque de bourrage. Et puis, autrement, la machine, elle est guidée avec un disque central. Et puis, c'est un guidage purement mécanique, si on veut. La chance qu'on a un petit peu avec ce système, c'est qu'avec un interligne à 75, avec un tracteur qui a les roues culture très fines, on a beaucoup de place pour voyager dans la ligne. Et puis, avec ça, on arrive vraiment à bien tenir nos côtes ou bien nos virages. C'est pas du tout un problème. On a l'avantage de ça, c'est qu'on peut passer très tôt, même quand les lignes sont pas forcément très dessinées, ce qui avec les caméras peut des fois être un problème. Et puis si une parcelle qui est très sale, on n'a pas le problème non plus que la caméra se perdrait dans la ligne ou des choses comme ça. Chez nous, dans nos conditions, même avec des pentes qui sont quand même là, on n'a pas du tout de problème à tenir la ligne. Mais d'avoir des très petites routes dans un gros espace, c'est clair que c'est un avantage. D'accord. Donc, et puis on a vu, là, ça c'était le deuxième passage là, sur la vidéo. Donc, vous faites comment au niveau saison? Est-ce que 2 en automne? Comment ça se présente? Souvent, on fait un passage de houx très tôt, vraiment le plus vite possible pour vraiment arracher ces petits fils blancs. Ça, c'est vraiment les plus simples à arracher. Ensuite, suivant le salissement, on refait un coup avec la hersetterie quand le colza est déjà un peu plus développé et puis qui supporte le fait d'être un peu couché. Et souvent, on profite de faire quand même un passage de sarcleuse en automne. Comme ça, on évite certains mauvaises herbes qui seraient plus forts. Si on a des repousses de blé, par exemple, ils sont aussi plus faciles à attraper en automne qu'au printemps. Ensuite, au printemps, on n'a plus que la sarcleuse qui passe. Et puis là, c'est d'après le salissement, entre 1 et 2 fois. Ça dépend vraiment du salissement de la culture.
On a avec le 75 peut-être un passage qui est supplémentaire comparé à un 50 parce que le colza fermera peut-être un peu moins vite la ligne. Mais c'est une contrainte et une chance à la fois parce qu'on peut passer aussi beaucoup plus tard dans la culture parce qu'il y a plus d'espace et puis le tracteur peut encore rouler dedans. Donc, c'est un système qui nous convient bien, mais un 50, je pense, fonctionne aussi très bien. Alors, on va justement donc nous à Saint-Aubin où cette journée désherbage était prévue, on a fait aussi un procédé sarclé. Alors, en fait, c'est un sol qui est extrêmement lourd, plus de 60% d'argile. Et puis, il n'y a pas eu de déchômage, donc vraiment la chose à pas faire. Du coup, on a dit, on va sortir la charrue, mais après, on s'est retrouvé avec des grosses mottes. On a dû attendre pour pouvoir aller une petite pluie pour que ces mottes se défassent. Et puis, le colza, il était entre guillemets déjà pas mal avancé, et les repousses de céréales aussi. Et puis, voilà, on a fait pas mal de choses, pas de manière idéale. Et puis, au niveau du sarclage, ça fonctionnait bien. On a une caméra, une sarcleuse à caméra avec les doigts de cresse qui peuvent être très utiles si on sait bien les régler. Aussi un peu le témoignage de l'agriculteur ou de l'entrepreneur d'hier soir. Par contre, on n'a pas réglé suffisamment profond la sarcleuse. Du coup, on a décapité les repousses de céréales plutôt que de les sous-couper. Mais voilà, on a de la chance d'avoir une parcelle qui est extrêmement propre, donc une exploitation vraiment conventionnelle avec une pression d'adventice faible. Et puis du coup, malgré nos erreurs, la culture, elle se présente très bien actuellement. Voilà. Mais donc, juste par rapport encore au système à 50, que peut-être encore les photos d'un exemple concret qu'on a vu hier soir, c'était une culture dans le canton de Soleure. Donc, c'est des photos qui ont été faites il y a 2 jours. Et puis là, il y a eu donc tout ce que Steve il a dit, des déchômages, c'est du non-labour, mais vraiment une bonne préparation du sol. Et puis là, ils ont passé au stade 4 feuilles avec une sarcleuse vraiment très, très près. Après, ils n'ont plus pu entrer. Donc, il y a eu au final un seul passage. Et puis... voilà, ça suffit. Ils ont hésité de faire un deuxième là ce printemps. En automne, c'était plus possible à cause de la météo. Et puis, actuellement, ça se présente comme ça. Donc, voilà, c'était juste pour montrer que le 50, c'est possible aussi. Peut-être, Steve, si tu devais dire au niveau d'une échelle de difficulté dans toutes tes cultures de sarclage, tu situes où le colza? Il permet quand même beaucoup de fautes. On est toujours surpris à quel point le colza il peut rattraper les choses. Il a un fort pouvoir de couverture au printemps. Ça aide aussi énormément comparé à du maïs, par exemple. Et puis le fait qu'il soit implanté en automne et qu'on puisse travailler en automne plus de nouveau au printemps, on peut prendre beaucoup d'avance sur les mauvaises herbes. Et puis c'est une culture qui est très explosive au printemps quand elle part. Si on peut l'azoter comme il faut, c'est quelque chose qui part très fort. Et puis là, on prend vraiment beaucoup de place et beaucoup de lumière sur les mauvaises herbes. Moi, je dirais que c'est une culture qui est relativement facile à faire, mais on peut aussi se faire déborder par certaines mauvaises herbes. Et puis, ça peut aussi être problématique après, plus tard. Mais je pense que pour commencer, c'est une culture qui est relativement facile à faire, du fait qu'on a beaucoup de temps pour travailler surtout. D'accord. Peut-être les questions d'adventice problématiques, on va l'aborder peut-être dans la partie atelier d'échange, parce que je vois qu'on n'est pas en avance. Encore donc encore peut-être une question plutôt économique. Donc du coup, par rapport à tes clients, ils se retrouvent en sarclant leur colza. Oui, nous, on travaille souvent, on les conseille de travailler avec un semis solitaire avant. Comme ça, ils touchent les 400 francs du semis solitaire, plus les 150 du semis solitaire et puis les 400 francs du non-herbicide. Puis ça donne une plus grande marge pour réussir à combler les coûts. Je pense que le reportage qu'on a vu avant qui dit que la subvention est là pour assurer le risque, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. On est de toute façon moins propre, c'est une règle comparé à un herbicide.
mais on arrive à les tenir vraiment suffisamment propres pour garantir que la culture soit bonne et puis éviter les salissements futurs. Alors, je pense que l'un dans l'autre, on se tient bien. Et puis, mais c'est plus de temps d'observation que si on fait un travail chimique. Mais c'est très intéressant, puis on arrive à des bons résultats. Alors, je pense que ce soit le client qui veut ou bien l'entrepreneur qui s'occupe, c'est intéressant de faire la démarche et puis d'essayer de faire quelque chose. Parce qu'on arrive à des résultats qui sont positifs, financièrement et pour la culture aussi. Donc, c'est une bonne chose. Plus des différences de rendement, ça se présente comment? Jusqu'à maintenant, on est souvent très proche de ce qui se fait dans la région. Avec les mêmes procédés, si on parle qu'on emploie un insecticide ou pas, en principe, on a les mêmes rendements. On n'a pas vu de grosses chutes de rendement dues au sarclage parce que la pression de mauvaises herbes n'était pas là, vu qu'on a bien réussi à les maîtriser. Et puis, si on a des machines qui sont bien réglées, on va abîmer très peu la culture qui est en place. Alors, on arrive à des rendements qui sont très similaires aux autres. Parfait. Merci beaucoup pour cette discussion. Donc, du coup, je rends à André le micro. Oui, merci Claudia, merci Steve. C'était vraiment, on a eu énormément d'informations extrêmement intéressantes et c'est riche. Et là, je vais directement prendre une ou deux questions qui sont venues, c'est-à-dire il en reste une principalement qui te concerne. Précisément, lorsque tu parlais de passage avec une houe rotative en prélevé ou presque, tu as roulé à quelle vitesse? Pas les 20 qu'on a l'habitude dans les céréales, c'était quand même un peu plus lentement. Mais il faut quand même une certaine vitesse pour que la dent fasse un bon travail. Et puis, il y a vraiment pas de règle. Il faut rouler un bout, aller regarder derrière, et puis on voit les dégâts qu'on fait, et puis le bien qu'on fait aux mauvais arbres qu'on veut enlever. Et puis, c'est toujours un jeu entre la culture qu'on veut garder et ceux qu'on veut enlever. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre les deux. C'est pas toujours facile. On doit tolérer un petit peu de casse, mais la casse qu'on tolère, elle est souvent beaucoup plus faible que tous les mauvais herbes qu'on peut enlever à ce stade-là. Parce que là, c'est vraiment le stade qui est très facile à enlever la plupart de tous les mauvais herbes qui sont présents. Et puis là, on prend vraiment de l'avance pour la suite après. Parfait, merci. L'autre question, bon, elle a été plus ou moins répondue. Toi, c'est la question de savoir si les doigts cresse montées sur la sarcleuse peuvent être efficaces pour nettoyer la ligne proprement. Ça, c'est quelque chose que tu n'utilises pas du tout. Hein. Nous, on n'a pas employé, non. On a fait des assez bonnes expériences en roulant assez vite au printemps et puis faire une sorte de butage de la ligne. Pour les petits mauvaises herbes qui sont en train de pousser sur la ligne, c'est des fois une bonne chose. Et puis après, quand le colza il prend la place quand il prend la lumière, il prend le dessus après sur ces petits mauvaises herbes qui sont dessous. Mais c'est clair que si on a du mouron qui est déjà presque autant développé que la culture, ça aidera rien du tout. Mais ça pourra combler quelques petits mauvaises herbes qui passeraient dans des trous et des choses comme ça. Mm-hmm. Mais les doigts cresse, il n'y a pas d'expérience autrement. On n'a pas sur notre machine. Alors, on l'a vu dans la vidéo qui était tournée à Saint-Aubin avec Claudia. Peut-être tu peux dire 2 mots là-dessus, vu que tu as suivi le... Oui, alors non, on ne les avait pas très bien réglés, mais non, donc c'est vraiment une question de réglage. Aussi, bon, d'une part, à quel point on les fait serrer pour vraiment qu'ils se chevauchent. Et puis après, l'autre question, c'est aussi de les décaler un petit peu. Et puis justement, l'entrepreneur d'hier soir, qui travaille déjà dans des stades, dès qu'on voit la ligne, il descend les doigts de cresse. Bon, il a exactement comme Steve, il a dit, on essaye, si on n'arrive pas, on les monte. Donc, c'est vraiment une question d'essayer. Mais lui, il jure pas mal par un léger décalage des dents aussi sur pas seulement en largeur comme ça, mais décalé derrière la machine. Et puis là, ça fait moins de dégâts parce que la petite plante, elle se faufile un petit peu mieux entre ces deux étoiles qui la touchent. Mais ça peut avoir un effet assez bon, un effet assez bon. Après, justement, c'est la même question que pour le maïs. L'étriage et toutes ces questions-là, bon, le maïs, il couvre moins vite. Donc, je pense là, la étrie, elle s'impose encore plus que dans un colza. Oui, merci. Et justement, à propos d'hercétrie, il y a une question qui est arrivée qui demande, disons, est-ce que la hercétrie a été passée dans le sens des lignes ou bien en diagonale? Nous, on l'a passé dans le sens des lignes pour éviter de rouler sur les plantes parce que
toujours très délicat de savoir à quel point un passage de roue peut être nocif pour la plante. Il y a certaines années, j'ai encore pas compris pourquoi ça marque beaucoup, et puis certaines années où ça marque rien du tout. On voit le même effet dans les céréales, mais j'arrive pas à dire exactement quelles conditions font que ça marque ou que ça marque peu. Alors, pour éviter de prendre le risque, on roule toujours dans le sens des lignes, avec le même tracteur qui a aussi les roues fines qui va entre les plantes, pour éviter vraiment le plus possible de rouler sur le colza qui pousse. D'accord. Parfait, merci. Il n'y a plus de questions en suspens. Il en reste une, mais qui concerne le témoignage d'avant, où on donnera la composition du sous-SMI qui a été présenté dans la vidéo pour tout le monde. Alors, merci Steve. Et puis, je ne sais pas si on te retrouve après dans l'atelier technico-économique. Peut-être pas, vu que l'heure est pas mal avancée. Donc, on va passer, merci encore, on va passer donc au point du programme suivant, à savoir une présentation des aspects économiques en différentes variantes de désherbage mécanique en comparaison avec un désherbage chimique standard. Donc, pour ceci, c'est Fabien Reinhardt, qui est collaborateur au secteur économie d'entreprise et comptabilité à Grangeneuve, qui va nous présenter quelques chiffres. À toi la parole, Fabien. Je te remercie, André. Donc, comme André l'a dit, je suis collaborateur scientifique au Centre de conseil agricole dans l'équipe économie d'entreprise et comptabilité. Et puis, on a été mandaté pour essayer de chiffrer un peu tout ça, de voir au niveau économique, est-ce que ces variantes sans herbicides, au final, est-ce qu'on s'y retrouve au niveau économique? Et puis, on a fait un peu une réflexion là autour. Donc, peut-être en guise d'introduction, donc les chiffres que je vais vous présenter, donc c'est pas du tout un calcul de marge brute comparable. Donc, on a ressorti en fait uniquement les éléments, donc les prestations ou les coûts qui peuvent être influencés par le procédé de désherbage pris en compte. Donc, on est plutôt sur une notion de budget partiel et pas du tout sur une notion de marge brute comparable. Donc, les chiffres que vous allez voir, il faut pas les comparer avec votre marge brute comparable du colza ou éventuellement d'une autre culture. Les données qu'on a prises en considération pour le choix des machines, pour le coût des semences, éventuellement l'influence sur la fumure ou des choses comme ça, tout ça, ça se base sur les expériences des spécialistes de la production végétale ou éventuellement aussi sur le catalogue des marges brutes d'Agridea. Et puis le prix indicatif aussi se base sur ce catalogue de marges brutes d'Agridea. Donc les procédés choisis ou les 3 variantes qu'on a calculées pour le colza, c'est la première variante de base qui est du colza conventionnel PER intensif avec un traitement d'herbicide chimique avec la propre pompe à traiter et le propre tracteur. Ensuite, on a fait une variante sans herbicide avec un sous-semis et puis sans autre intervention. Donc, dans cette variante-là, on est parti de l'hypothèse qu'on avait un passage avec semoir à céréales en mélangeant les semences du colza et celles du sous-semis. Donc, c'est ce qui a été fait par l'agriculteur alémanique qui a fait le témoignage dans la vidéo avant. Et puis, dans la deuxième variante sans herbicide, donc là, on est sur du sarclage. Et puis là, on a fait, dans notre hypothèse, on est parti sur le principe qu'il y avait 2 passages de sarcleuse, une sarcleuse à dents qui était louée, donc qui n'est pas en propriété de l'agriculteur. C'est juste donc par rapport au paiement direct, un petit rappel. Donc, on a cette contribution pour le non-recours aux herbicides qui est de 250 francs par hectare. Donc, si on prend ce schéma qui est à l'écran, on est là sur la variante A. Autant pour la variante avec sous-semis que la variante sarclage, où on a un non-recours total aux herbicides sur 5% de la surface pour la culture. Voilà, si on vient à ce qui nous intéresse, les chiffres.
Donc, c'est clair, hein, on est sur un modèle, on peut dire, on n'est pas sur des résultats économiques d'exploitation qui existent. On est vraiment sur un modèle. Donc, on a fait certaines hypothèses et puis je vais vous présenter un peu tout ça en quelques minutes. Donc, première chose par rapport au rendement. Donc, on est parti sur un colza avec un rendement dans la variante de base, donc dans le colza PER intensif de 40 décitonnes hectare. Et puis pour les deux variantes sans herbicide, donc autant la variante avec sous-semis que la variante avec sarclage, on est parti sur une baisse de rendement de 5%. Donc qui fait une diminution de 2 décitonnes hectare, qui correspond aussi un peu à ce que Hans Ramseyer a présenté dans les essais du forum à Kerbau, où il y avait une réduction de 2 à 3 décitonnes hectare sur le rendement. Ensuite, on remarque du côté des prestations, mais c'est clair, dans le colza PER, on n'a pas de contribution spécifique. La contribution culture particulière de 700 francs, étant donné qu'elle est là dans toutes les variantes, on l'a pas pris en considération. Donc, c'est ce que je disais au départ. On n'est vraiment pas sur un modèle marge brute comparable. On est vraiment sur un modèle où on a pris en considération uniquement les éléments qui peuvent être influencés par ce procédé de désherbage. Donc, on a uniquement au niveau des paiements directs les 250 francs hectares pour le non-recours aux herbicides dès le semis. Donc, ça fait une prestation qui est légèrement supérieure sur les variantes sans herbicides. Donc, on est à 3271 francs par hectare, alors que dans la variante de base, on était à 3180. Ensuite, si on passe sur les coûts, donc, on a premièrement sur les coûts de semences une influence qui est due au procédé de désherbage. Donc, déjà, on a pris en considération une légère augmentation de la densité de semis pour le PER sans herbicide avec sarclage. En se disant qu'il y avait peut-être quelques pertes dues au désherbage mécanique et puis qu'on se met un peu plus dense. Mais on voit que c'est quelque chose qui est presque négligeable, hein, ça fait juste 4 francs par hectare. Et puis, dans la variante sous-semis, on a pris comme base le mélange colza fixe qui revient à 130 francs par hectare. Ensuite, on a pris en considération les coûts qui sont liés aux interventions d'herbicides. Donc, on a pris aussi en considération pour ces interventions, donc que ce soit l'intervention avec la pompe à traiter ou l'intervention avec la sarcleuse, on a pris aussi en considération les coûts variables du propre tracteur ou de la propre mécanisation. Donc, les coûts variables pour le tracteur, c'est les frais d'entretien, réparation et puis les charges de diesel. Donc, on voit qu'on a certains coûts. Donc, pour la variante avec sarclage, on arrive à 104 francs. Donc, ça serait la location de la machine. Et puis, on arrive à des coûts totaux comparables ou influencés par le procédé qui sont au final assez proches entre les trois variantes. On remarque que la variante avec sous-semis, elle est légèrement inférieure au niveau des coûts, étant donné qu'il y a moins de passages. Donc, le sous-semis est mis en place en même temps que le semis du colza. Donc, ça fait vraiment peu de passages et puis c'est pour ça qu'on a des coûts qui sont légèrement inférieurs. Donc, on arrive ici à un résultat comparable entre procédés par hectare de 2739 francs pour la variante de base. Et puis, sur les deux variantes sans herbicide, on est légèrement supérieur à 2875 pour la variante sous-semis et à 2828 pour la variante sarclage.
Donc, c'est une différence qui est assez faible. On remarque qu'on est 136 francs supérieurs pour le sous-semis, 89 francs supérieurs pour le sarclage. Mais ça va quand même dans le sens de ce que les deux agriculteurs ont témoigné. Donc, entre guillemets, que la contribution, le paiement direct, il permet de couvrir quand même en partie le risque, tout en prenant en considération, on a vu dans le témoignage de Steve Cotin que sur son exploitation, il y a aussi un passage d'hersetterie ou de houe rotative. On peut partir du principe que ce passage de hersetterie ou houe rotative, il serait couvert par ces 89 francs qu'on a ici de bénéfices par rapport au procédé de base. Donc, sur nos variantes ici, on a calculé aussi le seuil de rendement à produire pour être équivalent au procédé de base. Donc, on remarque avec les hypothèses qu'on a faites qu'il faudrait un rendement de 36 décitonnes hectares sur la variante sous-semis ou de 37 décitonnes hectares sur la variante sarclage pour obtenir le même résultat économique que dans la variante de base. Et puis, entre guillemets, ce bénéfice qui reste dans la case bleue ici, il pourrait aussi potentiellement être utilisé pour d'autres interventions en lien avec la lutte contre les mauvaises herbes. Par exemple, du travail manuel qui devrait être fait en plus, et puis ça laisserait le temps pour 5 ou 3 heures de travail manuel par hectare, cette différence entre les procédés. Donc voilà, je dirais qu'on voit que ces variantes sans herbicides, elles peuvent être concurrentielles. Après, on l'a entendu depuis le début de la soirée, c'est quand même des variantes qui demandent peut-être un suivi un peu plus pointu, qui représentent aussi peut-être un risque un peu plus grand. Par exemple, avec le sous-semis, si on a le sous-semis qui est pas complètement détruit en hiver et puis qu'on a peut-être un impact sur le rendement qui est plus important. Donc, on a quand même des risques supplémentaires et puis on voit que la marge, elle est au final très, très faible. Donc, il faut quand même avoir une certaine prudence et puis assurer un très bon suivi des cultures pour pouvoir s'y retrouver. Donc, voilà, pour moi, ça serait OK. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Donc, on voit que, outre le fait, comme l'a aussi confirmé Steve, que le colza est une culture relativement facile à désherber mécaniquement, en plus, on se rend compte que économiquement, disons que c'est pas la mine d'or, mais c'est intéressant quand même. D'autant plus qu'on a aussi entendu que les pertes de rendement sont, en tout cas, si elles sont là, elles sont vraiment très faibles. Donc, il y a pas non plus trop de risques financiers à renoncer aux herbicides dans le colza. Après ces aspects économiques, donc on peut juste tirer déjà quelques petites conclusions très générales en rappelant à quel point les herbicides sont critiques, mais que d'un autre côté, on a des techniques qui sont disponibles, qui sont éprouvées, plus ou moins différemment selon les cultures, mais disons qui permettent quand même de se passer en grande partie d'herbicides dans de nombreuses situations, et puis qu'il y a encore un grand potentiel de développement, que ce soit au niveau technologique, comme on l'avait vu dans la première soirée pour la betterave avec des robots éventuellement, mais aussi par les échanges d'expériences, en profitant de ceux qui comme on l'a ce soir avec nos deux agriculteurs, notamment Steve, qui ont déjà de l'expérience. Et là, il y a vraiment du potentiel d'apprentissage pour tout le monde. C'est aussi les raisons d'événements comme celui qu'on organise ce soir et les semaines précédentes. Donc, aussi pour rappeler l'importance, là toujours cette traditionnelle pyramide de la production intégrée, mais pour simplement rappeler cette importance aussi pour le désherbage, des mesures préventives, ça a été encore bien rappelé, la nécessité d'anticiper déjà dans le choix de la rotation, des travaux de faux semis, de gestion des résidus de récolte, de conditions optimales de semis pour assurer un démarrage rapide et vigoureux de la culture qui va rapidement concurrencer les mauvaises herbes et donc être moins soumis à leur concurrence. Donc ça reste toujours valable si on veut vraiment
vraiment essayer de réduire au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires qui viennent en dernière cour et puis qui sont de toute façon toujours une source de coûts, sans parler de l'impact environnemental. Donc, je profite encore de remercier nos intervenants de la soirée. Donc, Hans Ramsayer de la Raffel et les deux agriculteurs Martin Heberli par vidéo interposée et Steve Cotin qui a fait le déplacement pour nous faire son témoignage en direct. Et puis, bien sûr, nos sponsors qui ont permis l'organisation de ces soirées et les exposants de machines, exposants, c'est-à-dire que ça, c'était prévu dans le cadre d'une version sur le terrain, mais on les a dans des ateliers de présentation que on aura l'occasion de vivre justement maintenant. Avant ça, je vous rappelle que les soirées précédentes seront ou sont déjà disponibles en ligne sur le site désherbage-2021.ch. Et puis, vous recevrez aussi tout prochainement un sondage par mail qui sera très bref, mais qui nous permettra d'avoir un petit retour sur la façon dont vous avez vécu ces soirées, soit plusieurs ou l'une à laquelle vous avez assisté. Donc, merci déjà d'y consacrer quelques minutes lorsque vous recevrez ce mail dans les prochains jours. Je profite de l'occasion de remercier encore une fois, vu que tout le monde est encore là, de remercier encore une fois tous les intervenants et bien sûr les participants sans qui cette soirée n'aurait pas de sens. Et puis, vous souhaite tout de bon et au plaisir de vous revoir soit en physique, en présentiel ou lors d'un prochain événement en ligne.